Dans cette capsule, on va voir comment on peut résoudre un problème de satisfaction de contrainte avec de la recherche locale. Euh, donc, on a vu en recherche locale que ce sont des types d'algorithmes qui sont appropriés lorsqu'on veut résoudre un problème et que le chemin entre l'état initial puis la solution finale est pas vraiment important. Que tout ce qui nous intéresse, c'est en fait de trouver cet état final là, qui satisfait, qui correspond à une solution à notre problème. Et en fait, un problème de satisfaction de contrainte est comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui nous intéresse, c'est l'assignation finale de toutes les variables qui correspondent à l'assignation donc complète et compatible. Alors, il se trouve que, comme on va le voir, qu'on peut résoudre un problème de satisfaction de contrainte avec un algorithme de recherche locale, comme un algorithme de hill climbing ou de simulated annealing, et ainsi de suite. N'importe quel algorithme de recherche locale qu'on a vu dans les capsules précédentes. Et dans ce cas-ci, en fait, ce qu'on ferait, c'est qu'on nos états dans notre recherche correspondraient à une assignation qui est complète, mais pas nécessairement compatible. Et puis, ce qu'on pourrait faire, c'est faire des transitions locales où on changerait les assignations dans notre assignation complète de façon à minimiser le nombre de conflits. Donc, d'ailleurs, on a vu que le problème des N-RAIN, on pouvait utiliser de la recherche locale pour le résoudre. Donc, n'importe quel problème de satisfaction de contrainte, de façon similaire, on pourrait les résoudre avec la recherche locale. Le problème, c'est que la recherche locale peut tomber dans des optima locaux. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas garanti de trouver la solution qui permet d'obtenir aucun conflit, donc de satisfaire toutes nos contraintes. Mais il se trouve qu'entre autres pour le problème des N-RAIN, la recherche locale peut marcher particulièrement bien et trouver la solution exacte à notre problème. Et entre autres, l'algorithme qu'on va voir, qui est l'algorithme min-conflicts, fonctionne étonnamment bien. Donc, dans ce cas-ci, notre fonction objectif qu'on va essayer de minimiser, ça va être le nombre de conflits, donc le nombre de contraintes qui ne sont pas satisfaites par notre assignation. Et les transitions qu'on va faire, c'est des modifications de l'assignation d'une variable. On va changer l'assignation d'une variable vers une autre de façon à minimiser de plus en plus le nombre de conflits jusqu'à ce que, et on l'espère, arriver à une assignation avec zéro conflit. Donc, l'algorithme min-conflicts va, comme on va le voir, ressembler à du hill climbing, mais avec un aspect stochastique. Alors, voici le pseudocode. Donc, l'algorithme est très simple, juste en voyant le pseudocode, vous allez pouvoir bien comprendre en quoi consiste l'algorithme. Donc, on commence avec un état qui est une assignation, qui va être une assignation aléatoire et complète. Donc, aléatoire, ça veut dire que elle ne sera probablement pas compatible. Donc, de façon purement aléatoire, on va prendre chacune des variables de notre problème et on va les assigner à une de leurs valeurs possibles, peu importe si ça génère des conflits ou pas. Et là, pour un certain nombre d'itérations, le nombre d'itérations va être spécifié en paramètres de ma fonction min-conflicts, de mon algorithme. À chaque itération, ce que je vais faire, je vais vérifier si mon assignation est compatible. Si c'est le cas, parce qu'on travaille toujours avec des assignations complètes, on a trouvé une solution. Alors, on peut retourner l'assignation. Et si ce n'est pas le cas, on va continuer. On va choisir une variable x dont on va changer l'assignation. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que cette variable-là, on va la choisir aléatoirement parmi toutes les variables possibles pour mon problème de satisfaction de contrainte. Ensuite de ça, on va choisir une valeur parmi les valeurs du domaine de ma variable choisie. Et la valeur qu'on va choisir, c'est celle qui satisfait le plus de contraintes dans lesquelles est impliqué x. Donc, on change la valeur, on veut changer la valeur de ma variable x pour une valeur petit v qui est telle qu'on va avoir le moins de conflits possible. Et ce qu'on fait, c'est qu'on change assignation en changeant la valeur qui était assignée à x pour que ce soit la valeur v qu'on a trouvée là, qui satisfaisait le plus de contraintes, donc il y avait le moins de conflits. Et on itère comme ça là, plusieurs fois jusqu'à ce qu'on l'espère trouver une assignation qui, elle, va être compatible, qu'on va pouvoir retourner. Sinon, ben, on va arrêter, on va sortir de la boucle, puis on va retourner faux en disant qu'on a échoué, on n'a pas réussi à satisfaire toutes les contraintes. Donc, c'est un algorithme qui est très, très simple. Et de façon surprenante, un problème avec 1 million de reines, c'est possible de le résoudre en environ 50 étapes.
Et donc ça peut paraître surprenant. La raison du succès de la recherche locale et de l'algorithme min-conflicts pour un problème aussi grand que ça, c'est qu'en fait, le problème des 1 million de reines, ou des n-reines en général, il n'existe pas seulement une solution, mais il y en existe plusieurs. Et ces solutions-là sont en fait intuitivement éparpillées un peu partout dans l'espace, ce qui fait que c'est pas si difficile que ça de tomber presque par hasard sur ces solutions-là. Et donc, parce qu'il existe vraiment beaucoup de solutions, ça va être possible, même pour un problème avec 1000 reines, 1 million de reines, de trouver la solution. Et en fait, cet algorithme-là, il a été utilisé précédemment pour faire les horaires d'observation pour le Hubble Space Telescope. Et l'algorithme qu'ils utilisaient avant pouvait prendre 3 semaines pour faire ces horaires-là, tandis qu'avec le min-conflicts, on arrivait à le résoudre, là, ce problème de satisfaction de contraintes-là, de trouver un horaire qui satisfait toutes nos contraintes d'utilisation en seulement 10 minutes.